Aïcha Tielongo Koulibaly. Tielongo qui est mon prénom Sénoufo, qui veut dire en français « elle est revenue ». J'ai 26 ans et j'ai été mannequin pendant très longtemps et maintenant je fais des études en gestion de patrimoine. Pour moi, ça a toujours été presque une évidence. On a grandi avec parce que les parents tenaient vraiment à ce qu'on connaisse notre culture, à ce qu'on sache vraiment qui on était, étant donné qu'on est né dans une grande ville à la capitale. On a grandi à la capitale. Toutes les vacances, chaque année, c'était le même rituel. Toutes les vacances, on allait à Korogo, chez les grands-parents, pour pouvoir bien s'imprégner de notre culture et de savoir ce que c'était que d'être Sénoufo, par exemple. Je me savais Sénoufo depuis tout le temps, je savais un peu ce que c'était, jusqu'à ce qu'on commence à prendre conscience, précisément autour des années 2000, en Côte d'Ivoire. Il y a eu une crise politique qui a fait beaucoup de tort. C'était un peu les peuples du Nord, notamment le Grand Nord, l'ethnie la plus répandue est le Sénoufo. Donc c'était les peuples du Nord contre un peu quelques ethnies du Sud. On ne nous considérait plus comme des Ivoiriens, parce que du nord de la Côte d'Ivoire, on est frontalier avec le Mali et le Burkina. C'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que je devais vraiment revendiquer ma culture, revendiquer mes origines, pour déjà faire la différence. Parce que Sénoufo, c'est un grand peuple, hein. C'est un grand peuple, c'est une grande ethnie. Il y a les Sénoufos du Mali également, mais nous sommes les Sénoufos de Côte d'Ivoire. À ce moment-là, il fallait déjà en être fier et dire aux autres, oui, je suis fière, c'est pas parce que je suis Sénoufo que je ne suis pas ivoirienne. Et il fallait tout le temps sortir des arguments, donner des exemples et à la limite justifier. Parce que si tu es Sénoufo, par exemple, si tu es Baoulé, on ne te demande pas si tu n'es pas ivoirien, c'est évident, mais si tu es Sénoufo, il faut justifier que tu es Sénoufo de Côte d'Ivoire, que tu es ivoirienne. Et il faut même limite donner des exemples. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ok, on y va, je l'assume, je le revendique et j'ai commencé à un peu plus m'intéresser. Si tu veux, il y a pas mal d'ethnies de la Côte d'Ivoire qui sont vraiment, dans l'histoire, qui étaient basées dans les pays limitrophes. C'est-à-dire ce qu'on appelle le peuple Akan, par exemple, qui est le peuple du Sud, qui est plutôt venu du Ghana, qui est le pays limitrophe. Il y a une partie qui est venue du Ghana. Et nous, les Sénoufos, c'est vrai qu'il y a une partie qui est venue du Nord, des pays limitrophes du Nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les frontières, etc. Donc chacun est venu et au bon milieu, quand ils ont délimité les frontières, on était là, on était ivoiriens. Et ça a grandi ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'il y a une partie forcément qui est restée au Mali, qui eux sont toujours Sénoufos, mais les Sénoufos du Mali. C'était une intention ciblée envers une personne politique bien précise, et donc forcément tout le peuple en a un peu pâti. Donc le peuple Akan, il n'avait pas de cible politique à ce moment-là, donc eux et tous les autres étaient tranquilles. Mais heureusement, la Côte d'Ivoire a pu surpasser tout ça, et puis ils n'ont finalement pas eu gain de cause. Parce que on est ivoiriens, on est frères et on s'aime tous. C'est un peuple qui a énormément de fierté, qui est très fier, qui sait bien se contenter de peu, mais qui veut absolument être les meilleurs, sans forcément avoir de rémunération énorme en retour, mais le travail bien fait, c'est une priorité, oui. Et c'est vrai que dès l'enfance, les parents nous inculquent ça. Et on grandit en se disant je veux être le meilleur, je veux être le meilleur, je veux être le meilleur. Au niveau des traditions, je me souviens bien, quand on allait au village, il y a un masque que les femmes ne devaient pas voir. Alors un masque, c'est une représentation, on va dire, d'un animal un petit peu. Elle est très souvent sous forme de bois, avec des petites décorations là-dessus, qu'une personne physique, comme toi, comme moi, porte. Et quand elle porte, elle est habitée par un esprit, maléfique ou pas, je ne sais pas, mais elle est habitée par un esprit et elle se met à faire pas mal de choses. Et à ce moment-là,
elle acquiert une puissance, il y a des règles à respecter, faut l'honorer, faut lui faire sa place. Et puis ça dure un certain moment et après, quand l'esprit part, la personne physique enlève le masque et elle devient une personne lambda comme tout le monde. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment un esprit qui désigne la personne qui va le porter et cette personne-là qui porte un masque, elle le porte à vie. Tout masque a des jours de cérémonie, à des jours où il sort pour danser, pour se montrer à la population, pour saluer la population. Et il y a des jours où il y en a, ils sortent vraiment que pour des grandes occasions. Il y en a quand ils sortent, c'est pour vraiment prédire quelque chose de pas gai qui va arriver. Donc ils ont vraiment chacun leur spécificité. Et ces masques-là existent dans toutes les ethnies. En Côte d'Ivoire, on en a plus de 60 et chaque ethnie a son masque. Chaque ethnie a le sien. Et je sais que du peu que je sache de chez nous, on a celui que les femmes ne doivent pas voir. Lui qui est très marrant parce que les femmes ne doivent pas le voir, mais il va quand même au marché où il n'y a que des femmes. Et là, c'est la panique. Il y en a qui se cachent sous la table, il y en a qui courent rentrer chez elles parce que quand une femme le voit, elle devient stérile, tout simplement. Et qu'on y croit ou pas, on ne veut pas prendre le risque. Donc quand on entend, parce qu'il y a quand même une musique qui l'annonce, on sait quand même qu'il arrive. Et quand on l'entend, mais il faut courir se cacher, automatiquement. Oui, comme je l'ai dit, on a grandi en grande ville, ce qui fait que, notamment à Abidjan, ce qui fait que les parents nous parlaient, on écoutait, on entendait, mais en retour, on répondait en français, parce que c'est la langue officielle en Côte d'Ivoire, répondait en français, ce qui fait qu'on ne parle pas, même quand on est allé en vacances, on ne parle pas, à part quelques mots qu'on pouvait dire, qu'on pouvait répéter. Ce dont je suis fière, c'est que le Sénéfo est un battant, est quelqu'un de très courageux, et cette force de courage, on l'a un peu héritée, j'en suis très fière. Et quand je regarde un peu chez moi, la plupart des Sénéfos sont des leaders et ça me rend fière également. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est un peuple qui se contente de peu, ce qui fait que c'est les villes du Nord, je veux dire, ne sont pas très développées et j'ai l'impression que ça ne les dérange pas vraiment. Dès qu'il y a les nouvelles générations qui réussissent, on va dire, ou qui arrivent à des postes très importants, ils oublient un peu ces côtés-là. Et puis, personne ne se plaint, comme j'ai dit, parce qu'ils se contentent de peu. Pour eux, c'est vraiment... ils ne sont pas très portés sur le matériel ou quoi que ce soit, ou même un développement, en disant, tiens, il faudrait qu'on ait peut-être plus de routes, il faudrait qu'on ait plus d'universités, il faudrait qu'on ait plus de choses. Ils ne s'en soucient pas vraiment. Ils se contentent vraiment de ce qu'il a, du peu. Ça vient de son côté humble. Mais je pense qu'au vu du courage, de l'effort et surtout de l'intelligence qu'on a, on pourrait vraiment mieux l'utiliser afin de développer un peu nos régions.